Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. La gestion de l'énergie n'a jamais été aussi imprévisible pour les entreprises. Avec Equance, passez de vos questions énergétiques complexes à enfin des réponses claires. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance. Le combat francophone, culturel et scolaire. Salut Baptiste. Mais bonjour Olivier. Alors, le combat francophone, c'est le nom de ce podcast. On l'avait choisi ensemble en se disant on a une carte à jouer pour mettre en avant un peu ce qui bouge du côté francophone. Ce qui doit bouger. Voilà, ce qui doit bouger, les débats qui ont lieu, etc. On a pas mal de matière. Parfois, on s'en écarte un petit peu. Cette fois-ci, on va brasser une série de thèmes qui tournent un peu autour de ça et qui montre que ce combat n'a jamais été aussi intense. Alors on verra si on pourra en sortir positivement, on l'espère ou pas. En tout cas, cette semaine-ci, c'est la preuve par 3 au moins. Il y a d'abord les grèves scolaires à rallonge qui menacent la fin de l'année scolaire. C'est pas rien du côté francophone. Alors on y reviendra sur cette fronde qui a été initiée par le monde enseignant contre le gouvernement francophone. Toile de fond, évidemment, le budget difficile, on connaît le sujet. Et un autre dossier sensible qui fait pas mal parler de lui avec des rebondissements en cascade, c'est celui de la RTBF. Là aussi, on sait à quel point le MR a entamé une guerre culturelle contre la gauche, entre guillemets, pour changer un peu le ton. Et alors, il y a d'autres petites choses dont on parlera, notamment aussi une initiative qui a été prise par Act for Wallonia, qui est l'organe qui représente les entreprises en Wallonie, pour soutenir l'esprit d'entreprise dans les écoles, ce que Trends fait d'ailleurs de manière quotidienne. En tout cas, on se bat pour ça, mais voilà, ça bouge dans tous les sens et c'est chaud plutôt, non ? C'est plutôt chaud, commencer effectivement, comme tu l'as dit, par les écoles et la grève scolaire qui a été annoncée par le front syndical jusqu'au 10 juillet pour rappel. Mais donc c'est carrément une fin d'année qui est compromise à bien des endroits. Les professeurs d'ailleurs sont rejoints par les parents, les élèves. Et il y a des endroits où on voit des affiches, où on voit les professeurs se battent pour votre école. Moi, je suis parent et je viens parce que je veux que la qualité de l'école de mon enfant... Enfin, c'est devenu le grand brassage. Oui, et les étudiants, y compris, se joignent au mouvement. J'ai entendu aussi que les hautes écoles participaient. Après, il est très difficile de voir où va ce mouvement et à quelle ampleur il se situe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu décentralisé, voire totalement, avec ce collectif là, Mars Attack, dont les syndicats se méfient un petit peu d'ailleurs, parce qu'ils sentent là qu'ils n'ont pas ils n'ont pas tout à fait la main. Alors oui, ils appellent à un front un préavis de grève jusqu'au en juillet, au mois de juillet, mais ils ne savent pas à quel point c'est suivi. C'est très difficile à évaluer. Il y a des examens qui sont annulés, qui sont reportés. Les syndicats ne veulent pas que ça soit sur, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais sur les épreuves charnières, c'est-à-dire CESS, enfin tout ce qui fait basculer entre les primaires, les humanités et la 4e secondaire par exemple. Donc ça apparemment, certains syndicats veulent maintenir ça, mais des professeurs ou des écoles, des directions, de manière un peu anarchique, remettent en cause... Quand on dit c'est chaud, on joue un peu avec le feu aussi en fait. Mais clairement, parce que là c'est l'avenir de trajectoire en tout cas d'élèves. Et on en revient toujours aussi à des mouvements qui sont un peu politiques, dirigés contre les majorités, avec en toile de fond un peu l'envie de les faire tomber, quoi. Sans le dire, on est un peu là-dedans. Ouais, non, clairement. Et le problème de fond là-dedans, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on l'avait déjà dit dans le podcast passé, mais donc qui n'a pas de recette propre. Et donc l'enseignement, ça coûte 15 milliards par an du côté francophone. Par contre, la fédération ne reçoit de dotation que 13 milliards et demi. Vous faites vite le calcul. On est sur 1,5 milliard de déficit par an. D'où toutes les réformes engagées par la ministre Glatini notamment, mais toute la fédération et la ministre de Grey's de côté des engagés. Mais donc voilà, là il y a une autre question de fond qui se pose bien au-delà des 2 heures supplémentaires auxquelles doivent faire face certains professeurs dans l'enseignement supérieur. C'est la question de comment fixer des recettes pour cette fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a la question
ou la réponse de la fusion entre la région et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Thomas Dermine m'en parlait récemment, il pense que c'est clairement une clé, voire de régionaliser simplement l'enseignement vers les régions. Et Georges-Louis Boucher n'était pas contraire, mais on le voit et on va le voir par la suite, c'est que MR et PS pour l'instant ne savent pas se parler à court terme et on verra à moyen ou long terme. Ce qui est fou, c'est que en fait, en Fédération Wallonie-Bruxelles et du côté francophone au sens large, on a quand même un peu des monstres du Loch Ness, des sujets comme ça. La fusion région-communauté, je rappelle qu'en Flandre ils l'ont fait sans se poser de questions au moment même de la réforme de l'État, on disait c'est anticonstitutionnel, etc. En attendant, depuis lors ils n'ont pas de problème. Nous le problème évidemment c'est cette complexité avec Bruxelles et la Wallonie et comment gérer singulièrement le caractère bilingue de Bruxelles. Mais encore une fois, je répète, les Flamands ils ne sont pas embarrassés de ces questions-là, ils l'ont fait. Juste un détail que Thomas Dermine évoquait avec moi, c'est qu'effectivement ce lien entre Bruxelles et la Wallonie est quelque part un peu nostalgique. C'est que maintenant Bruxelles, déjà il faut encore savoir si c'est vraiment une ville francophone ou si c'est plutôt une ville internationale, et que en fait on vit, la plupart des politiques vivent avec un logiciel qui date, comme tu l'as dit, des précédentes réformes de l'État. Oui, tu as raison, la solidarité francophone qui parfois a bon dos parce qu'elle a souvent été malmenée aussi, la solidarité francophone entre Wallons et Bruxellois. Et un autre monstre du Loch Ness, on en a déjà parlé, on ne va pas revenir ici, c'est la fin des piliers, la fusion des réseaux scolaires, etc. Et puis alors, il y a encore un troisième monstre du Loch Ness qui est peut-être une question de fond, c'est-à-dire c'est quoi l'école aujourd'hui en fait. Alors ça, on en parle depuis longtemps. Et comment elle est organisée. Comment elle est organisée, à quoi elle sert. Rappelle-toi toute cette question qu'il y a eu pendant longtemps et qui continue aujourd'hui sur l'enseignement technique et professionnel. Est-ce qu'on le dévalorise pas trop? Est-ce qu'on oublie que l'école sert aussi à former à des métiers manuels parfois, sert aussi, on en parlera tout à l'heure, à développer l'esprit d'entreprendre. Et en fait, il y a on a un vrai tournant. Pierre-Henri Thomas fait un éditorial dans le Transcendance de cette semaine, notre collègue, pour dire la question des 2 heures, vu que ça s'est cristallisé là-dessus, cette tension des 2 heures supplémentaires de travail pour les enseignements du secondaire. En fait, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'école, pourquoi faire, avec quel rythme scolaire, au-delà des biorhythmes pour que le corps s'adapte au congé. Ok, je vais pas critiquer ça, mais je veux dire, à un moment, c'est on forme des citoyens, on forme des futurs acteurs de notre économie et c'est pas mal de le dire, c'est juste qu'on a besoin de ça. Il y a 170 000 métiers en pénurie, places en pénurie, c'est quand même qu'on doit pouvoir répondre à ça. Et donc, dans ce monde qui bouge sans cesse, on devrait peut-être profiter de ce cul-de-sac, c'est ce que notre collègue écrit, pour aller regarder dans des exemples ailleurs d'économies similaires et de taille similaire. La Finlande, l'Estonie, la Suisse, l'Irlande, les Pays-Bas. C'est vrai qu'il y a des petits pays comme nous qui sont confrontés à des défis importants avec la globalisation, etc., et qui se réinventent différemment, notamment en maillant davantage ce lien entre l'enseignement et le monde économique. Oui, parce qu'on ne peut pas dire que notre test PISA soit très élevé. C'est les pires de l'UE dans certaines matières. Après, revenir sur le côté constructif ou pas de l'opposition et des syndicats. Cette semaine, une affaire qui est quelque part liée, on va rebondir sur nos pattes, mais donc c'est la fin de la staturisation, la fin des recrutements de statutaires du côté wallon, donc qui a été acté par la majorité. Hop là, v'là-t-il pas que la CGSP demande à toute la fonction publique de venir faire grève le 16 juin prochain dans les rues de Namur parce qu'ils considèrent que c'est la fin non, on va pas parler de privilèges, mais c'est clair que c'était des statuts favorables à ces travailleurs. On sait bien que la majorité veut rassembler, veut rapprocher les statuts d'employés, de fonctionnaires et d'indépendants. Donc ça s'inscrit là-dedans. Le communiqué n'était pas piqué des verres. C'est pas dans la dentelle, mais donc je vous le fais court. Mais en supprimant ce statut, le gouvernement wallon rouvre les portes
à toutes ces pratiques, trahit la démocratie et renvoie aux heures les plus sombres du rexisme. Donc en référence, pour ceux qui la connaissent, à l'histoire wallonne du fascisme. Mais donc, et quelque part, ce fin de statut fait un peu écho aussi à l'enseignement, parce qu'il était prévu aussi de mettre fin au statut dans l'enseignement avec le CDI enseignant. Là, par contre, c'est pas encore acté. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question financière autour de ça. Tout simplement, une partie des pensions de ces statutaires est payée par le fédéral, et donc il y a des discussions entre la fédération et la région pour savoir si le fédéral peut donner plus. Donc voilà, mais on voit au travers de là, tu disais oui, une manifestation de plus, effectivement. Quand on voit le nombre qu'on en a eu cette année, à tous les niveaux de pouvoir, ça s'agrège quelque part. Autant je trouve que le droit de grève et le droit de manifester doit évidemment être garanti. Ici, c'est que on a parfois l'impression que c'est devenu, d'ailleurs les syndicats l'expriment dans ce sens-là aussi, que c'est devenu un marathon social, que c'est devenu une chienlit en fait, et qu'on est dans une lutte idéologique face à un gouvernement et des gouvernements. Et je trouve ça un peu dérangeant à un moment, dans le sens où après on peut critiquer évidemment le positionnement de ces majorités, mais là on devient un blocage qui est quasiment permanent. Et en fait, ce qui me gêne aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'objectif. C'est-à-dire qu'à un moment, généralement, il y a une réforme des pensions qui dérange, on demande la révision de tel point. Ici, on ne sait plus, C'est ça, c'était mon dernier point, c'est qu'en fait, on est dans le blocage pour le blocage. Ouais. Et à cet égard, ce décret programme qui doit matérialiser toutes ces économies dans l'enseignement est en ballottage depuis des semaines. On renvoie vers le Conseil d'État, on fait des amendements, donc l'opposition dépose des amendements pour retarder le texte. Et maintenant, il y a des manœuvres parlementaires dans l'autre sens, c'est-à-dire que la majorité requiert l'urgence quelque part, sans être trop technique, pour faire passer ces textes plus tôt. Mais comme tu le dis, on l'a vu au niveau fédéral avec la loi programme, et on le voit ici au décret programme, on n'est plus, et quoi qu'en dise l'opposition, on n'est plus dans de l'opposition constructive. On est dans de la guerre idéologique et de tranchées pour faire retarder des textes, pour semer la zizanie. Alors voilà, cette bonne guerre, ça s'est passé sous d'autres législatures. On n'est pas ici en train de remettre en cause ça. Mais clairement, là, on est dans une opposition totale. Voilà. C'est une guerre culturelle, alors c'est vrai que ça va dans tous les sens. La guerre culturelle, elle est aussi bien sûr menée par la majorité. Il y a un autre sujet sensible dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, toujours à la Fédération Wallonie-Bruxelles d'ailleurs, et toujours avec en toile de fond ce budget compliqué, c'est la RTBF. Il y a eu encore un fameux épisode cette semaine avec la politique de la chaise vide pratiquée par le MR, parce que le MR est un peu mal pris. En fait, ils ont critiqué très fort cette maison historique du service public d'information qui serait trop à gauche à ses yeux, mais ça c'est vieux comme le monde. Je veux dire, voilà, Didier Reinders tenait déjà ce discours-là, Charles Michel aussi, enfin tous les libéraux qui sont passés à la Toison d'Or tiennent ce discours-là. Mais enfin, là, on était quand même dans quelque chose d'assez pugnace, et il y avait surtout un moment clé, c'était le remplacement de l'administrateur délégué Jean-Paul Philippot, qui était un ancien chef de cabinet PS, et de Jean-Pierre Jacquemin, qui, directeur de l'information, qui lui avait les pieds bien campés à gauche également. Et on se retrouve aujourd'hui, le MR voulait retourner la table, et on se retrouve aujourd'hui avec une première désignation qui a été celle du directeur de l'information Thomas Gadisseux, qui est certes réputé, mais qui n'était sans doute pas le candidat voulu par le MR, et un administrateur délégué où il n'y a pas vraiment non plus le grand virage annoncé. Donc sans doute que ce moment-là est difficile à vivre pour le MR, qui du coup charge à mort, notamment la présidente du conseil d'administration, Joëlle Milquet, qui elle est engagée dans le sens du parti, mais aussi engagée dans le sens où elle a toujours défendu évidemment une vision plus progressiste, avec des accointances assez fortes avec le PS. Et donc ce qui suscite quand même une colère assez forte du MR. Oui, évidemment. Mais comme tu l'as dit, ils ont fait Georges Duboucher a fait des grandes annonces sur la RTBF, notamment à notre micro. Voilà, il se passe pas une semaine sans qu'il critique, donc quelque part son électorat s'attendait à des résultats, ou en tout cas un retour sur investissement de toutes ces critiques. Et comme tu l'as dit, donc ni l'administrateur délégué n'est remplacé par une
personnalité MR compatible, on va dire, ni Thomas Gadisseux. Et donc, pour relever un petit peu la sauce, il a fait démissionner 5 administrateurs MR du conseil d'administration, donc à la nomination de Thomas Gadisseux, dont les compétences sont vraiment pas remises en cause, mais clairement, c'est un journaliste maison. Le MR avait sa propre candidate, on s'en souvient, Nawal Ben Salem, qui est rédactrice en chef, adjointe de la dernière heure. Donc voilà, quelque part, c'est bien beau de crier à la guerre culturelle. À un moment, il faut aussi des résultats. Et finalement, le MR s'est peut-être pris à son propre piège. Oui, ils disent qu'ils visent les coups suivants. On verra ce que sont les coups suivants. C'est clair qu'il y aura encore des discussions sur le budget de la RTBF, sur le contrat de gestion. Tu l'as dit, on l'avait eu à ce micro. Georges-Louis Boucher, il nous avait parlé, si pas d'une privatisation, en tout cas d'une idée qui consistait à déléguer des missions de service public à d'autres médias pour à la fois soutenir le pluralisme et quelque part réduire un peu évidemment le poids de la RTBF. On verra ce qu'il en sera. Ce sera un des débats des prochaines semaines. Mais c'est vrai que là maintenant il y a un bras de fer très fort qui est engagé entre les maires et les engagés, notamment au sujet de Joël Milquet, qu'un administrateur MR démissionnaire donc me disait être une manipulatrice qui derrière un chaos permanent en fait sait très bien où elle va et va pas dans le sens du MR. Oui, même s'il y a une envie peut-être des deux côtés de faire retomber la tension, il n'empêche qu'au travers de toute notre discussion ici, on voit bien, et quelque part, oui, on pourrait dire c'est normal, c'est de la politique, mais non, ici on est en plein milieu de la législature, il y a des défis budgétaires qu'on connaît. Le MR a décidé sur bien des thèmes de durcir sa position, mais le PS lui rend bien du côté francophone, donc là on voit qu'on a une tension quand même exacerbée, un peu comme dans d'autres pays. On ne fait que suivre peut-être ce qui se passe aux États-Unis, en France ou que sais-je, mais où une gauche et une droite ne savent plus parler, avec les engagés qui sont évidemment au milieu du guet et on verra sous les prochaines législatures. Il y a quelque chose qui a matérialisé ça un peu cette semaine, c'est le débat entre Georges-Louis Boucher et Paul Magnette mardi soir sur LN24. Bon, alors rien de très étonnant ou de très fracassant, si ce n'est qu'ils ne sont d'accord sur absolument rien, sauf peut-être deux choses, la réindustrialisation de la Belgique, ce qui est un objectif, on va dire, pour le moins très optimiste, d'un point de vue économique, et le PIB de dépenses dans la défense, donc ils veulent limiter tous deux à 2%. Ça, dans le chef de Georges-Louis Boucher, qui est dans la majorité, on sait bien que normalement un accord prévoit que ça aille jusqu'à 5%, enfin Dixit Trump, mais très tôt, Georges Boucher nous a fait dire oui c'est très bien, mais les chars russes n'arriveront pas à Bruxelles, donc calmons un petit peu le jeu. Mais à part pour ces deux choses, il n'y a rien qui rassemble, il n'y a plus rien qui rassemble ces deux partis, alors que les défis de demain sont quand même énormes et qu'ils seront peut-être appelés à rediscuter ensemble, évidemment. Voilà, alors une dernière chose, évidemment, quand on parle de combat francophone, a priori on pourrait espérer un consensus francophone sur une série de grands enjeux, sur en tout cas la nécessité ô combien importante de redresser la Wallonie et Bruxelles. Et donc une petite chose, parce qu'il y a eu une soirée qui a été organisée mardi soir à la sucrerie à Wavre par Act for Wallonia, qui est l'organe qui représente les entreprises, qui avait réuni quand même 700 personnes, du gratin, des CEO, etc., avec l'idée de dire il est temps qu'on se retrousse les manches, qu'on soutienne l'esprit d'entreprendre en Wallonie. Le thème c'est Wallons-y, voilà qui est bien trouvé, même si ça fait un peu Boy Scout Wallon, mais soit. mais en tout cas, la démarche a le mérite d'exister, et en même temps, la démarche a le mérite par l'absurde. Hamid Faljaoui, notre éditorialiste en chef, l'avait écrit cette semaine. En même temps, elle montre que... Si on doit le dire, c'est qu'il y a un problème. Voilà, on est toujours obligé de le rappeler, quoi. D'ailleurs, il y a un bel exemple qui a eu lieu récemment, c'est Eric Dombe, le CEO de Paris d'Aisa, qui est quand même un des fleurons wallons, qui a dû renoncer par lui-même, bien sûr, mais à une aide publique de 11 millions, tellement il avait été critiqué en disant comment est-ce qu'on peut aider une entreprise comme ça. D'abord, il y avait droit, c'était juste une règle qui était là, et deuxièmement, à un moment, quand quelqu'un réussit et sa tête sort un peu... de la moyenne. Certains sont là pour la couper. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est quand même assez insupportable. Et ce combat francophone, cette guerre culturelle, en toile de fond, ça
c'est un peu ça qu'il y a en fait. C'est comment on fait pour libérer les énergies, les envies de réussir tout simplement, comment on donne envie à des jeunes de le faire sans pointer du doigt et sans décrier. Donc on est là, donc en fait on est dans beaucoup de bras de fer et beaucoup de combats politiques, économiques, budgétaires, mais en toile de fond on voit quand même qu'il y a quelque chose de fondamental et qui sera fondamental pour préparer 2029 parce que au coin du bois on sera sans doute rattrapé par les Flamands et la réforme de l'État. Oui, par les réformes de l'État, hein. C'est peut-être un peu idéaliste de notre part, mais de tirer sur la même corde de temps en temps, ça peut faire du bien. En tout cas on est là pour ça. Merci Olivier. Baptiste. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. Pour leur énergie, les entreprises ont souvent l'impression d'être livrées à elles-mêmes. Avec Equance, passez de tout gérer vous-même à un partenariat qui donne de l'énergie. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance.